Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, Bien dans son job, on s'intéresse à une autre manière de manager pour imaginer notamment des augmentations de salaire collaboratives et on en parle avec Skillix et son fondateur. Il nous expliquera comment il manage ces ingénieurs qui sont souvent à distance. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et Réglo, on va parler des élections professionnelles. Alors tout le monde en a entendu parler, même si vous, salariés, vous êtes assez peu, vous déplacez assez peu aux urnes. Et puis on s'intéressera plus précisément au statut du cadre dirigeant. Est-ce que c'est un électeur comme un autre? On fera le point avec un avocat, Guillaume de Saint-Cernin. Il sera notre invité dans Smart et Réglo. Le cercle RH, et c'est un grand entretien avec une entreprise qui cartonne. Vous connaissez cette marque, Boursorama. On fera le point évidemment sur cette entreprise de banque en ligne, de courtage, mais aussi de médias. On en parlera avec sa directrice générale adjointe et on parlera bien entendu de cette façon de travailler avec des salariés presque tous en 100% télétravail. Comment ça marche? On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, recruter et former des commerciaux, c'est parfois un casse-tête. Comment faire pour attirer des jeunes talents? On en parle avec Didier Perrodin, le PDG de Up2. Il se charge justement de recruter les meilleurs commerciaux. Ce sera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, comment faire lorsqu'on dirige une ESN et qu'on a des ingénieurs dispatchés un peu partout dans des entreprises et qu'on reste évidemment juridiquement responsable de toutes ces équipes? Et bien justement, on en parle avec Olivier Ando. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le fondateur de Skillix, alors société ESN qui est dans la tech, dans le cloud comme on dit, fondée en 2018. Vous avez 10 collaborateurs aujourd'hui, vous envisagez d'ailleurs de recruter. Et vous êtes venu nous parler d'un sujet qui est assez fin, c'est que vous avez des collaborateurs que vous envoyez dans des entreprises pendant 1, 2, 3 ans. Tout à fait. On a presque l'impression d'ailleurs que ces collaborateurs appartiennent à l'entreprise dans laquelle ils travaillent, sauf que non, ils sont toujours sous votre responsabilité. Comment on fait à la fois pour garder le lien et pour garder l'engagement de collaborateurs qui, pour certains, sont très loin physiquement? Tout à fait. Déjà, bonjour Arnaud. Bonjour. Effectivement, Skillix a été fondé en octobre 2018 et on est spécialisé dans le cloud et la cybersécurité. Et on est une ESN, donc on accompagne nos clients sur ces problématiques. Et effectivement, les collaborateurs, les Skillix Mates, vont chez le client pendant un an. Skillix Mates vont chez les clients pendant plusieurs années. Et finalement, moi, ma mission, c'est de créer un environnement favorable pour eux, de les fidéliser. Et pour ça, moi, j'ai voulu créer une ESN différente qui s'appuie sur un management dit libéré. Qu'est-ce que c'est un management libéré? C'est un management qui s'inspire de l'entreprise libérée. Tout à fait. J'ai été en effet inspiré par l'entreprise libérée, notamment dans des anciennes expériences chez un grand retailer. Et l'idée, c'est de mettre le collaborateur au cœur de l'entreprise, dans les décisions, dans les choix. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de transparence, les salaires sont connus, on recrute ensemble, on prend vraiment des décisions stratégiques ensemble et notamment la rémunération n'est pas un tabou chez nous. Alors je ne l'ai pas précisé Olivier, mais c'est important de le dire parce que votre entreprise est jeune mais elle cartonne, vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, ce qui fait que vous êtes évidemment soutenu, accompagné par des énormes entreprises mais aussi par la BPI, je voulais le préciser. Il y a ce côté innovant dans ce que vous proposez. L'entreprise libérée, c'est un concept qui date un peu, mais vous vous en inspirez. C'est quoi l'idée? C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a plus de chef, chacun va décider, on est à égalité. Comment ça se passe, ça? Moi, je crois au leadership. Donc aujourd'hui, je porte la responsabilité juridique, mais avant tout, je suis Olivier. Et j'espère que les collaborateurs me voient comme ça, même si je pense que sur certaines décisions, il faut trancher. Et on sait trancher, mais il n'y a pas que moi. Et finalement, qu'on soit un jeune diplômé ou quelqu'un avec beaucoup d'expérience, on est en capacité de prendre des décisions fortes et des responsabilités. Tant qu'on est pragmatique et que ça a du sens et de la valeur, évidemment. Alors, préciser que les secteurs en particulier, le secteur principal dans lequel vous intervenez, c'est la cybersécurité, où il y a une très très forte demande, et vous envoyez des ingénieurs. Est-ce que derrière votre idée finalement novatrice d'un management très horizontal finalement,
il y a aussi l'idée de pouvoir attirer des ingénieurs et des talents qui se disent tiens, chez Silix, ça fonctionne comme ça en collaboratif. C'est clairement aussi l'idée. Et puis moi, comme je l'ai dit, j'ai été inspiré par ce management dans lequel où j'ai le plus performé, où j'ai pris le plus de plaisir. Pourquoi ? Parce que vous allez laissé libre, vous aviez des initiatives, vous étiez... C'est ça l'idée ? C'est bien ça, parce que j'étais en responsabilité totale. Et moi, c'est un de mes moteurs. Et du coup, je ne pouvais pas imaginer construire une entreprise autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de sens, ont besoin de se sentir utiles et ont besoin tout simplement de sens dans leurs actions. Et je pense que ça va attirer du monde. Rentrons un peu dans le concret, parce que évidemment, il y a peut-être des ingénieurs qui nous regardent et qui sont aujourd'hui en recherche, les talents comme on les appelle, mais comment on fait ? Parce qu'une entreprise libérée, quand on est dans un site industriel, c'est assez facile. On se souvient de l'exemple de celui qui en était un aspirateur en France, c'est une usine. Bon là, c'est facile, sauf que dans votre cas, c'est plus compliqué. Les salariés sont loin. Comment on fait pour les réunir ? Comment on fait pour justement créer cet esprit d'équipe alors que le pouvoir est dilué finalement ? C'est aussi la magie aujourd'hui de la technologie, du digital. C'est qu'aujourd'hui, on utilise une plateforme qui nous permet d'être en lien tous les jours, de pouvoir collaborer, et ensuite on fait en sorte d'avoir des événements au moins mensuels pour partager des décisions, des stratégies, et puis lorsqu'on doit se retrouver avec la vidéoconférence, le téléphone, on n'est jamais très loin. Donc on a dépassé ces barrières d'être présent physiquement, et via le digital et aussi des événements physiques, on se retrouve. Et est-ce que vous y retrouvez en tant que fondateur, c'est-à-dire patron d'une entreprise de 10 collaborateurs, des ingénieurs ? Est-ce que vous dites j'ai fait le bon choix, ou est-ce qu'il y a des moments où vous doutez un peu de ce choix de l'entreprise libérée ? Je pense que ça reste un challenge. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, l'entrepreneuriat n'est pas simple. Mais par contre, je parlais de responsabilité, d'autonomie. Je ne vois pas les choses autrement. Donc, il n'y a pas d'autre option pour moi. Et ensuite, après, le fait d'être éloigné, finalement, le Covid m'a donné raison. C'est que finalement, on a appris à travailler en étant à distance. Donc, ce n'est même pas un problème. Au contraire, c'est un avantage d'avoir réfléchi comme ça. Ça, c'est côté Olivier Andeau, le patron, mais côté salarié, côté ingénieur. Quels sont les retours que vous avez ? Parce que forcément, vous faites des sondes, vous sondez un peu le cœur de vos collaborateurs. Ils vous disent quoi ? Moi, ça me va très très bien ce que tu me proposes, là, cette façon finalement très autonome et très transparente de travailler. Mais les retours sont plutôt positifs. Après, comme tout, on ne peut pas avoir 100% de réussite. Mais je pense que dans ce type d'entreprise, il y a moins de frustration. Et en plus, on peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Alors, le rente des salaires, par exemple, chez vous, c'est quand ? À quel moment, là, vous vous mettez autour de la table ? Parce que c'est transparent, donc tout le monde sait qui gagne quoi, combien vous gagnez. Tout à fait. Ça, c'est important. À quel moment vous réunissez les collaborateurs pour dire, bon, là, on va commencer à parler un petit peu salaire ? Ça se fait en B2B, ça se fait en collectif ? Ça se fait en collectif. On a écrit ensemble, en fait, un process qu'on a joué l'année dernière, donc basé sur des critères, la santé de l'entreprise, la satisfaction du client, et notamment le contexte économique. Et sur ces critères-là, chaque collaborateur peut faire une demande qui est après challengée par un comité constitué de SkillXmate et d'une personne venant de l'extérieur, d'un chef d'entreprise tout simplement, qui nous permet aussi de nous challenger et d'avoir un regard extérieur. Donc aujourd'hui, c'est transparent, c'est une fois par an, en Q2, donc deuxième trimestre, voilà. Tout simplement. Il y a dans toute négociation de salaire des frustrations, parce que certains qui demandent une négociation, ils ne l'ont pas. Comment ça se gère ? Je veux dire par là, c'est pas on rase gratis. Il y a des moments où vous dites, bah là, je peux pas t'augmenter. Il y a bien ce moment-là où vous intervenez quand même. Oui, évidemment. Après, le comité, ce qui est aussi intéressant en ayant ce comité, ça protège et puis surtout, ça permet de pas se tromper, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais été tout seul à faire cet exercice. Clairement, je pense que je me serais trompé. Bien sûr. Donc, le comité m'a aidé à avoir une vision différente et je pense à prendre la meilleure des décisions. Après, les frustrations sur ce sujet qui est assez difficile et voire tabou, il peut en avoir, mais je pense qu'elles sont réduites en comparaison avec ce qui est fait ailleurs. Oui, le travail du collectif permet de gommer, d'éliminer toutes les subjectivités qui peuvent traverser sur un collaborateur. Et évidemment, vous le voyez comment l'avenir ? D'abord, est-ce que votre secteur est porteur en ce moment ? Est-ce que vous avez beaucoup de travail ? Comment ça se passe là ? En fait, c'est un secteur qui est très concurrentiel, mais il y a du boulot. Parce qu'aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Vous pouvez le voir, on voit que partout, beaucoup d'entreprises sont attaquées. Il y a des problématiques autour de la cybersécurité. Donc, il y a du travail. Et sur le cloud, c'est l'avenir. Aujourd'hui, on utilise tous des services comme Gmail, G Suite, qui sont online et plus dans les locaux de l'entreprise. Donc, il y a énormément de boulot. Et encore une fois, avant de nous quitter, pour vous, c'est une marque employeur. Ça veut dire qu'il y a déjà dans le bouche à oreille des ingénieurs, parce que c'est un tout petit milieu, des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, moi, j'aimerais bien rentrer chez vous.
Parce qu'on m'a dit que c'était pas mal chez vous. Bien sûr, évidemment. En tout cas, on se fait connaître de plus en plus sur la région lilloise. Et puis maintenant, on a quelques collaborateurs en région dans parisienne. Le Nord, je l'ai pas dit. Oui, bien sûr, à Lille, hein, une très belle ville. Tout à fait, et puis très belle région. Et on commence à se déployer aussi en région parisienne. Donc on se fait connaître. Après, l'idée, nous, on essaie d'apporter une certaine expertise. Donc on est aussi très exigeant dans notre recrutement. Et surtout, on recherche des profils qui sont en adéquation avec notre modèle de management. Et puis, il faut quand même préciser que ce sont des profils de salariés qui vont partir dans l'entreprise 1, 2, 3 ans. Tout à fait. Avec d'ailleurs le risque, il faut le dire, que certains de ces collaborateurs soient eux-mêmes embauchés par l'entreprise qui est allée. Enfin, il faut le dire. C'est un risque. On essaie de limiter par les contrats, mais c'est un risque. Voilà, en effet. Il faut cadrer un peu les contrats. Exactement. Donc du coup, c'est à nous, à moi, de faire en sorte de fidéliser ces collaborateurs et de leur apporter une vraie plus-value qui fait qu'ils restent. Oui, parce que j'insiste sur ce point, le fait que l'entreprise soit libérée et que le cadre d'emploi et de travail soit agréable leur donne envie de rester et de ne pas se faire acheter par l'entreprise. Tout à fait. Évidemment, l'intérêt de l'entreprise, c'est de garder l'ingénieur et de l'embaucher. Olivier Ando, c'était un plaisir de vous accueillir. L'entreprise libérée par un jeune créateur d'entreprise. Skillix, on les appelle comment, les Skillix? Les Skillix Mates. Les Skillix Mates. Merci d'être venu. Et puis vous êtes lauréat du réseau Entreprendre, faut-il le préciser. Bon vent. Peut-être vous reviendrez nous reparler de la suite de votre entreprise libérée pour voir si elle continue à attirer évidemment les ingénieurs que vous recherchez. On va faire du droit tout de suite. Smart et Réglo, c'est notre rubrique et on va s'intéresser, tiens, ça va vous intéresser, aux dirigeants d'entreprise. Quel statut ont-ils ces dirigeants d'entreprise? Puisqu'on parle d'élection professionnelle, il y a eu des arrêts juridiques justement sur ce statut de dirigeant d'entreprise. On en parle tout de suite avec un avocat. Smart et Réglo, avec un avocat, Guillaume de Saint-Cernin, avocat en droit social. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. D'un mot, il faut parler des élections professionnelles et de ce rapport entre les cadres dirigeants. Il y a eu des arrêts un peu contradictoires. Absolument. Juste pour nous éclairer sur le droit, parce que c'est des arrêts qui sont assez récents, ils peuvent voter ou pas, ces cadres dirigeants? Ils ont le même statut qu'un salarié qui vote ou pas? Alors, les cadres dirigeants, c'est une catégorie très spécifique, Arnaud, qui se situe précisément entre la collectivité des salariés, puisqu'il est salarié avec un contrat de travail à l'insubordination, et de l'autre côté, ils sont régulièrement assimilés au chef d'entreprise. Et cette assimilation au chef d'entreprise, de par cette assimilation au chef d'entreprise, ils ne participent en principe pas aux élections professionnelles. En principe pas. C'est une jurisprudence relativement établie. Il y a des critères pour savoir ce qu'est un cadre dirigeant. Enfin, non, ce qui est un cadre assimilé à l'employeur et qui donc ne participe pas aux élections professionnelles. Mais cette notion, cette idée est battue en brèche puisqu'on a la Cour de cassation qui, le 15 septembre 2021, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, QPC, exactement, une QPC, au Conseil constitutionnel, avec à charge pour lui de se prononcer sur la constitutionnalité ou non de cette pratique visant à exclure les cadres dirigeants, mais surtout les cadres assimilés à l'employeur, de l'électorat. Alors donc aujourd'hui, ils ne votent pas, mais cette question est en suspens et sera tranchée probablement dans les prochains mois par le Conseil constitutionnel. Alors, vous l'avez évoqué, vous l'avez évoqué, mais c'est plus précis. Qu'est-ce qui définit vraiment un cadre dirigeant? Parce qu'il y a des règles précises quand même. Le cadre dirigeant, d'abord, c'est une notion qui relève de la durée du travail et pas des élections professionnelles de prime abord. Mais c'est deux choses différentes. Donc le cadre dirigeant, c'est un cadre qui a des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation du temps de travail, qui est capable de prendre des décisions de manière largement autonome et qui perçoit une rémunération parmi les plus élevées. Et donc finalement, la Cour de cassation, partant de ces trois conditions cumulatives, considère que le cadre dirigeant est un cadre qui participe à la direction effective de l'entreprise. Concrètement, ça ne peut concerner qu'un tout petit nombre de salariés, le cercle de pouvoir le plus restreint auprès du chef d'entreprise. Donc il n'est pas soumis aux règles de la durée du travail. Ça, c'est la première chose. Il peut venir ou ne pas venir, il fait ce qu'il veut. Il est totalement libre. Il est libre de rester chez lui s'il veut travailler à domicile. Juste un mot quand même, parce que c'est intéressant, une QPC, on lève les sages du Conseil consti, il faut qu'ils travaillent. En quoi est l'enjeu là? Parce que d'abord, les élections professionnelles, il y a peu de votants. Aujourd'hui, c'est quand même une élection qui est assez peu plébiscitée par les salariés. Alors de plus en plus quand même. Un peu plus, mais ça reste assez faible. Oui. Mais en quoi il y a un enjeu fort de savoir si le cadre dirigeant peut voter ou pas? Alors, l'enjeu, c'est de savoir si le cadre qui est assimilé à l'employeur, parce qu'il détient une élection de pouvoir sur l'entreprise, un service, un établissement, ou
parce qu'il représente effectivement l'employeur devant les représentants du personnel. Donc celui-ci est assimilé à l'employeur. C'est souvent en pratique le même que le cadre dirigeant, mais ce n'est pas systématique. Et donc l'enjeu, c'est que, étant un salarié, il doit pouvoir, ou pas, mais la question se pose, comme les autres salariés, participer à la désignation de personnes qui vont le représenter. Ça, c'est un principe constitutionnel de base, qui relève de 1946, qui a été repris en 1958, mais c'est un principe de base. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est est-ce que ces salariés-là, qui sont assimilés à l'employeur, qui sont souvent des cadres dirigeants, vont voter ou pas. Et l'enjeu, cette QPC est posée à la suite d'un contentieux électoral d'un groupe d'entreprises qui avait écarté des élections professionnelles tous les directeurs d'établissement. Donc il y avait plusieurs dizaines de salariés, directeurs d'établissement. Donc ça pesait en termes électoraux. Ça pesait en termes électoraux. Donc ils ne pouvaient pas voter. Donc c'est ça l'enjeu, c'est est-ce qu'ils vont voter ou pas. Avec la question quand même que lorsqu'un cadre dirigeant, si le Conseil constitue l'autorise à voter, puisse peut-être avoir une certaine influence sur son choix. Ouais, il peut lui aussi entrer dans une forme de campagne et influencer une organisation plutôt qu'une autre. Enfin, il y a un sujet quand même. Bien sûr, il y a un sujet parce que c'est des gens qui sont des cadres qui ont un pouvoir dans l'entreprise. Et donc, il y a probablement une question là d'indépendance aussi vis-à-vis de l'employeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils ne votent pas. Est-ce qu'ils sont vraiment indépendants ? Et puis d'indépendance à l'égard des organisations. Parce que certains salariés vont dire, mais si le patron, parce qu'en fait, il est considéré comme le patron, se met à voter, il peut influencer ou s'opposer ou voter pour le syndicat maison, puisque ça c'est une vieille stratégie syndicale. Donc il y a quand même un enjeu derrière qui est j'allais dire, presque politique. Absolument, ouais, tout à fait. C'est ça le sujet. Exactement. Un dernier mot sur ces cadres dirigeants, comment on pourrait les définir ? Ils n'ont pas d'action de l'entreprise, ce ne sont pas les actionnaires de l'entreprise. Ils peuvent en avoir. Ils peuvent en avoir, mais surtout ils n'ont pas de mandat social. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentants d'entreprise et ils restent salariés. Donc ils sont liés à l'employeur, ils sont liés à l'entreprise, mais ils ont cette spécificité d'être vraiment à la fois salariés et assimilés aux chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment une catégorie très très spécifique. Pendant longtemps d'ailleurs, on a considéré à tort probablement que cette catégorie de salariés ne posait pas de difficultés, qu'ils étaient tellement proches de l'employeur qu'ils étaient de son côté quoi qu'il arrive. Et en fait, on voit de plus en plus des contentieux où ces salariés, cadres dirigeants, remettent en cause ce statut pour obtenir des dommages et intérêts enfin plutôt des rappels de salaire liés à la remise en cause de statut pour les faire retomber dans le droit commun de la durée du travail. C'est ça. Donc en fait, il y a un enjeu, je dirais, politique et syndical. Il y a un enjeu aussi sur le coût que peuvent faire peser ces cadres dirigeants sur l'entreprise. C'est ça le sujet aussi. Et les demandes, quand on est confronté à ces demandes-là, c'est des demandes qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. C'est colossal. Les demandes de rappel de salaire, donc ça veut dire qu'on le ferait basculer cette fois-ci non plus du cadre dirigeant, mais en salarié normal, de droit commun. Exactement. Et donc là, il bénéficie des 35 heures, des heures supplémentaires. Et donc des indemnités qui vont avec. Exactement. Alors, de tous les rappels de salaire sur les heures supplémentaires, absolument. Il est resté 20 ans sur les 3 dernières. Il y a une prescription. Donc il va toucher pendant 3 ans le nombre d'heures au-delà des 35 heures qu'il a pu faire. Exactement. Juste un détail, maître, à condition qu'il l'éprouve quand même. Alors la charge de la preuve est partagée. C'est-à-dire que ce n'est pas à lui de tout prouver. Il doit apporter des éléments objectifs laissant à penser que sa démarche est sérieuse. Et ensuite, c'est à l'employeur, si le statut de cadre dirigeant est remis en cause, de rapporter la preuve des heures effectivement réalisées. Donc c'est partagé. Juste un mot avant de nous quitter, parce que ce sont des détails comme ça qu'on se pose et qui peuvent paraître évidents pour un avocat. Quand vous dites cadre dirigeant, c'est inscrit sur son bulletin de paie, il y a marqué cadre dirigeant. À quel moment on sait qu'il est cadre dirigeant ? On sait qu'il est cadre dirigeant parce que, normalement, d'abord, en général, c'est inscrit dans le contrat de travail. Et ensuite, sur les bulletins de salaire, il n'y a pas de référence à un mécanisme particulier d'aménagement du temps de travail. Pour un salarié lambda, si je puis dire, classique, vous avez 151 heures 67 qui correspond à 35 heures. Un salarié au forfait jour, vous avez 218 jours. Un forfait, là, il n'a rien. Là, il n'y a rien. Voilà. Droit retraite, il bénéficie de la même chose. Il est salarié. Là, il est salarié, donc il bascule, il cotise. Au chômage, à l'assurance vieillesse, à l'assurance maladie. Comme un salarié. Il est un salarié. Sauf sur le temps de travail auquel il n'est pas assujetti. Exactement. Vous, l'avocat qui conseillez les entreprises, vous en pensez quoi ? Dans quel sens pensez-vous que le Conseil constitue va trancher ? Parce qu'on voit comme ça, il y a une sorte de mouvement de balancier, là, une hésitation. Alors, c'est assez dur d'imaginer ce que peut être la décision du Conseil constitutionnel, parce que la pratique qui exclut les cadres assimilés à l'employeur des élections professionnelles est quelque chose qui est très ancré
dans la jurisprudence, par les tribunaux d'instance. C'est rentré dans les mœurs, quoi. C'est rentré dans les mœurs, voilà. Et donc, c'est très compliqué de savoir dans quel sens le Conseil constitutionnel peut trancher. Donc, si j'entends bien ce que vous me dites, Guillaume, il y a quand même aussi des enjeux financiers qui sous-tendent tout ça. C'est-à-dire qui ont des coûts pour l'entreprise, pour pas que le cadre dirigeant, tout d'un coup, se mette à rebasculer en droit commun. Exactement. Ouais. Disons que en fonction de la décision du Conseil constitutionnel peut influencer, effectivement, et donner de l'eau à un certain courant. Absolument. Oui, le vrai risque, c'est quand tout va bien, c'est comme pendant le mariage. Quand tout va bien, il n'y a pas de souci. C'est quand le litige arrive qu'on commence à demander des comptes. Exactement. Et là, ça peut coûter cher à l'entreprise. Merci Guillaume de Saint-Cernin d'être venu sur le plateau. Avocat en droit social. Rappelez-moi le nom de votre cabinet. BG2V. BG2V, voilà, parce que je ne l'avais pas noté. Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir éclairé. Le Conseil constitue, c'est quand le verdict? Dans quelques mois. Quelques mois. Oh, ouais. Donc ils vont examiner l'ensemble des jurisprudences, on est d'accord, et ils vont examiner tous ces cas pour trancher ou pas sur savoir si ce cadre dirigeant sera en mesure de voter ou pas aux élections professionnelles. Hein, exactement. Parce qu'il a le droit de voter aux élections présidentielles. Il n'y a pas de QPC sur le sujet. Non, pas encore. On est rassurés. Merci d'être venu sur notre plateau. On fait une courte pause. Le cercle RH est dans quelques instants. Restez avec nous. On reçoit la directrice générale adjointe de Boursorama. Tout le monde connaît Boursorama. Évidemment, c'est une banque en ligne spécialiste dans le courtage, les actions en bourse, bien entendu. C'est aussi un média. Quand on va sur Internet, on tombe sur ce média, Boursorama. Elle est avec nous. Alors, c'est une entreprise qui cartonne. Les résultats sont bons. C'est une entreprise qui a fait aussi des choix en matière de télétravail et on va en parler avec elle juste après la pause. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. On va parler alors d'une marque que tout le monde connaît, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, Boursorama, success story française, une entreprise créée en 1998 qui cartonne. On reviendra sur les chiffres dans quelques instants. On va s'intéresser à l'entreprise tant sur ses résultats, parce que c'est une entreprise qui marche bien, mais aussi s'intéresser aux hommes et aux femmes, évidemment, qui travaillent dans l'entreprise, près de 800 collaborateurs, qui travaillent dans des conditions, j'allais dire presque idéales, parce que l'entreprise a décidé d'être basculée presque en full remote, 100% télétravail. Et c'est vrai que ça a peut-être donné comme ça une dynamique supplémentaire à l'entreprise, ou en tout cas une image encore plus jeune, encore plus fun. On en parle avec Aurore Gaspard. Merci Aurore d'avoir répondu à notre invitation. Directrice générale adjointe de Boursorama. Boursorama, c'est donc une banque en ligne, ça vous va? Dans le courtage, spécialisé dans le courtage, mais aussi un média, parce que ceux qui surfent beaucoup sur Internet tombent assez régulièrement sur des papiers, des articles rédigés par Boursorama. C'est quoi Boursorama exactement? Comment vous définiriez l'entreprise dont vous êtes la directrice générale adjointe? Boursorama, vous l'avez dit, c'est 3 métiers complémentaires. C'est la banque, une banque en ligne, donc avec un modèle totalement à distance, sur lequel nous sommes leaders. C'est une activité aussi de courtage en ligne. Et là aussi, nous sommes leaders en France sur ce métier. Et puis, c'est un portail d'information économique et financière. C'était d'ailleurs le nom originel, Boursorama, avec 50 millions de visites par mois, donc qui est aussi le premier portail d'information économique et financière de France. Alors, vous êtes premier partout, meilleure banque numérique d'Europe par des ratings, leader du courtage en ligne, banque désignée meilleure banque par les étudiants, et vous avez passé le cap, peut-être que c'est encore plus, de 3 millions de clients et 45 milliards d'encours. C'est bien ça les chiffres? Exactement. Un peu plus maintenant, parce que c'était les chiffres en fait du fin S1. Exactement, donc je suis persuadé que ça va être un petit peu plus. Il y a quelque chose dans votre entreprise, et on va parler évidemment des salariés qui composent le groupe et qui se battent pour que ça fonctionne, mais c'est vraiment la success story à la française. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, je crois vos fondateurs viennent de Nancy, de mémoire, tout à fait, qui ont avant tout le monde l'idée de créer une banque en ligne. Non, alors en fait, l'histoire. Alors, c'est plusieurs idées. Oui, il y a exactement. Il y a 2 Fimatex. Exactement. C'est ça. Fimatex, c'est presque la première start-up interne du groupe Société Générale. Exact. C'était en fait l'intuition qu'on avait un marché pour les particuliers pour investir en fait sur des dérivés. Sur le Minitel au départ. Et puis, on avait ce portail Boursorama créé en effet par 2 ingénieurs à Nancy. D'ailleurs, on a toujours des équipes à Nancy, une 50aine de personnes qui sont en charge du développement de tout ce qui est web et appli. Et donc, c'était l'intuition, en fait, dans les années 2000, que racheter un portail d'information économique et financière qui faisait complètement, en fait, foi sur les marchés, c'est-à-dire qu'elle était utilisée, en effet, sur les salles de marché, et y ajouter le côté exécution, donc faire ensuite du courtage en ligne, c'était mettre
l'information et Pouvoir acheter l'exécution. les actions, quoi. Exactement. Et donc, ça donnait le pouvoir au client d'avoir la bonne information pour faire ses trades. Et ça, c'est l'histoire de Boursorama. Et quelque part, c'est la ligne qu'on a tirée, à la fois sur ce métier de courtage, mais c'est aussi ce qu'on a fait sur le côté banque, avec un modèle où c'est fondé sur l'autonomie du client. Ça, on va y revenir, ça vous y tenez beaucoup. Oui. Le client doit aussi vivre sa vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris par la main, mais il doit aussi, sur le site Boursorama, pouvoir être un peu comme le trader devant ses écrans et de gérer ses ventes, ses achats en toute souplesse. D'ailleurs, il faut aller sur le site parce qu'il est assez ergonomique, il faut le préciser. Vous êtes aujourd'hui filiale de la Société Générale. Oui. Alors, il y a toute une histoire complexe, chaotique, et qui finalement fait que Boursorama est aujourd'hui leader. Comment vous définiriez vos salariés, le profil type des salariés de Boursorama, c'est quoi? Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, c'est quoi le profil? Alors, le profil de Boursorama, si on parle de chiffres, en fait, le collaborateur Boursorama, il est jeune en moyenne, il a 36 ans, pratiquement l'âge de nos clients. Mais en fait, ce qui m'avait frappé, moi, en arrivant chez Boursorama, c'est que c'est un melting pot de culture. On a justement des gens qui vont venir de Fimatex. On a des gens qui viennent de... Caixa, qu'on a racheté en 2006, qui nous a permis à l'époque justement de lancer cette activité. Ils ont eu 20%, je crois, à un moment, exactement. Un peu plus de 20% de Boursorama. Et on a encore des équipes qui traitent notamment, par exemple, sur le crédit immobilier. Il y a beaucoup en fait de gens qui venaient de Caixa. On a des gens qui viennent de Selftrade. Donc, on a des gens du groupe Société Générale. Selftrade qui avait été créé par Frédéric Becbédé. Tout à fait, exactement. Donc, c'est un melting pot de culture. Et en fait, les gens qui sont restés, ils partagent justement la même vision d'un modèle, en gros, fondé sur l'autonomie du client. Donc, je donne à mon client le pouvoir d'avoir la bonne information et ensuite, je lui crée une banque qu'il peut gérer entièrement à distance. Il souscrit et il gère ses produits totalement à distance. Et donc, il est autonome. Et puis, quand il a un sujet en fait, de tracas, là, en effet, il peut avoir accès, bien entendu, à des collaborateurs pour répondre à leurs questions au service client. Avant de parler du télétravail, mais pas seulement, mais de la manière dont vous travaillez, parce que quand on modifie les organisations, ça modifie aussi le rapport direct ou pas aux salariés, la façon dont vous parlez vous-même à vos collaborateurs. Est-ce qu'ils sont physiquement pas loin de vous? Est-ce qu'il faut ouvrir des visios du matin au soir? Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir Boursorama un peu transformé l'image de la bourse? Parce que la bourse, elle a souvent été critiquée, mal connue, ça faisait peur. J'ai l'impression que vous avez un peu démythifié la bourse, en tout cas le rapport qu'on peut avoir avec la bourse et ses actions. Oui, alors, nous, on n'est jamais prétentieux. Donc, en gros, on se met toujours à notre juste place. Je pense que c'était pas la vocation de démystifier pour démystifier. Nous, encore une fois, c'était finalement faire en sorte que le client il s'y retrouve. Donc, il ait les informations, en gros, nécessaires, avec la possibilité derrière de se déterminer sur ce qu'il voulait, en fait, comme stratégie, ce qu'il voulait faire. Et encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est cette même philosophie qui a ensuite guidé la banque. Avec vraiment... C'est ce leitmotiv et qu'on a commencé finalement en effet sur des produits qui sont plus complexes. On l'a fait à la fois sur la bourse et sur l'assurance vie par exemple. Vous l'avez vulgarisé quand je parle de la bourse. Voilà, exactement. Avant c'était réservé comme ça à des gens, des sachants. Je trouve que Boursorama vulgarise, popularise, rend plus populaire la bourse. En fait, se met à la place de son client. Exactement. Et je pense qu'en effet, c'est une vocation, c'est-à-dire que la banque, c'est un métier qu'on peut considérer comme un métier d'expertise. Je lisais encore des études sur la culture financière, et je m'inclus dedans. Parfois, les coordonnées sont les plus mal chaussées. Et donc, on a besoin, finalement, d'avoir quelqu'un qui se met à notre place et qui nous parle comme nous, on aimerait, en fait, qu'on nous explique la banque. Donc, en effet, ça, c'est un point qu'on a fait sur la bourse et qu'on a fait aussi sur la banque. C'est pas le sujet de l'émission, on est RH Emploi, mais aussi vos campagnes de publicité qui sont évidemment, qui donnent aussi cette image d'une entreprise jeune, moderne, fun. Basculons et ouvrons la porte du siège de Boulogne-Billancourt. Vous étiez en avance, Boursorama, avant même que les articles de presse fleurissent il y a à peu près un mois sur Boursorama 100% télétravail. Le Monde a fait des papiers, s'est intéressé à vous. Vous étiez en avance parce que dès le départ, bien avant le Covid, vous aviez déjà enclenché ce processus. Je me trompe ? Oui, vous vous trompez, mais c'est pas grave. En fait, alors côté Boursorama, donc en effet, on est 800 collaborateurs. On a 2 sites, un à Boulogne et puis encore une fois à Nancy. C'est historique comme on vient de l'évoquer. Et avant finalement la crise sanitaire, on n'avait pas d'accord de télétravail. Pas de télétravail du tout. Non. En fait, on est dans une entreprise, donc on est tous au même endroit. On a des collaborateurs, comme on vient de l'évoquer, qui étaient et qui sont encore dans une entreprise en très forte croissance. Et à l'époque, ça n'était pas en gros la priorité de mettre en place un accord de télétravail, d'autant plus qu'on n'avait pas complètement géré l'éligibilité des postes en télétravail. Bien sûr. Donc quand on est tous au même endroit, nous, ce qui nous importait, c'est que si on met en place un accord de télétravail, tout le monde devait pouvoir
avoir un poste éligible au télétravail. Et il y avait certains freins encore un peu techniques qui faisaient que certaines parties de l'entreprise, notamment les back-office ou les call centers, ne pouvaient pas travailler chez eux. Et ça nous gênait. Gros ordinateurs. Voilà. Donc, là, tant qu'on n'avait pas géré ça, sachant qu'on était tous au même endroit, on avait dit c'est pas en gros la priorité pour l'instant de le mettre en place. On avait dans l'idée de le faire, ça a accéléré cette crise sanitaire, mais on ne l'avait pas fait. Et encore une fois, on arrivait à recruter, mais parce que l'histoire de Bourseau aussi, elle fait qu'on attire, on recrute environ... Bourseau, c'est intéressant. Dans le jargon, on ne dit pas Boursorama, vous l'aurez compris. En interne, on dit je bosse chez Bourseau. Voilà. Mais vous avez raison, normalement, de manière institutionnelle, c'est Boursorama. Et donc, on attirait en fait des collaborateurs qui avaient un cadre de travail qui était adapté, agréable. Et c'est avec la crise sanitaire qu'on a accéléré justement cet accord. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup d'invités de RH, de DG, d'entreprises, de grandes et de moyennes, qui nous racontent leur histoire. Comment ça s'est passé? C'est venu du bas et le haut a suivi, ou c'est la direction, le management qui a dit aux salariés on peut vous proposer du télétravail? Parce que vous avez suivi cette vague médiatique avec des articles quasiment tous les jours sur votre initiative. Beaucoup de gens se sont interrogés pourquoi Boursorama décide de faire du 100% full remote. C'est venu comment? C'est les salariés qui vous ont dit nous on aimerait faire du télétravail, ou vous avez dit nous maintenant on est prêts et on vous le propose? Alors, d'une part, on y reviendra, c'est pas 100% en fait de l'entreprise qui est en remote. Déjà, c'est un régime qu'on appelle 90-10 et qui ne concerne pas 100% des salariés. Vous avez vu les articles, c'était 100% en télétravail. Voilà. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a de la simplification. 10. Mais il se trouve qu'en fait, au sein de Boursorama, donc, quand la crise sanitaire arrive, c'est sûr qu'il y avait une demande par les collaborateurs de télétravail. D'accord ? Et là, j'expliquais pourquoi on n'en avait pas d'accord à l'époque. Avec la crise sanitaire, on se rend compte que tous les métiers sont éligibles au télétravail et on décide d'avoir une approche qui maximise les bénéfices à la fois pour Bourseau et pour Boursorama et pour les collaborateurs. Et donc, on distingue au sein de Boursorama 2 types de populations. Nos fonctions de production, à qui on va donner la possibilité de travailler en fait, depuis chez eux pour faire leur tâche de production, c'est-à-dire 90% du temps. Ils vont revenir 2 jours par mois pour avoir la culture d'entreprise Boursorama, les formations et le team building. Et puis, le reste de l'entreprise, il y a besoin d'être sur place, de recevoir des gens, de suivre des projets, etc. Donc ça, c'est un régime de télétravail. Marketing, communication, enfin tous les services... Informatique, risque, compliance, on est une banque. Et donc, ces services-là viennent... Oui, c'est vrai. Voilà. Et le service est souvent très lourd dans les banques de... Oui, enfin, en gros, c'est une banque. C'est le contrôle. Et donc, en effet, un régime de télétravail plus classique avec 3 jours chez Bourseau et 2 jours de télétravail. D'accord. Voilà. Donc, pour se résumer, la direction, après avoir d'abord expertisé l'idée d'un télétravail, a dit c'est pas possible, puis a dit c'est possible, et vous avez enclenché, j'imagine, un dialogue. Vous, la directrice générale adjointe, adossée au service des ressources humaines, vous avez commencé à expliquer aux salariés comment ils ont réagi. Ils ont tous dit OK, parce que les chiffres 90-10, je crois que c'est 97% de l'entreprise qui a dit OK, banco, nous on y va. Oui, alors il se trouve que quand on signe un accord de télétravail, donc on a parlé avec nos partenaires sociaux, bien entendu, et on a signé l'accord fin novembre. Et dans le cadre de l'accord, les personnes qui étaient salariées de Boursorama ont dû se déterminer en signant un avenant pour dire s'ils adhéraient au régime de télétravail qu'on avait défini. Et là, on a eu en effet 95% de gens qui ont signé leur avenant, donc ce qui montre que les gens étaient prêts à adhérer au mode de travail qu'on avait, comment dirais-je, proposé. Mais là, je me tourne vers la directrice générale adjointe. Il y a quand même la question de la performance. Parce que quand on enclenche dans une entreprise de un peu plus de 800 collaborateurs cette idée, et que vous en avez 97%, il y a quand même 1 ou 2 journées où avec le patron, le président, vous vous dites est-ce que ça va toujours suivre en termes de performance, de qualité de service, de qualité d'accueil? Bien sûr. Cette question, vous vous la posez. Oui. Il y a eu un petit moment comme ça d'un petit peu d'inquiétude. En fait, on oublie, parce qu'on est tous en fait maintenant de nouveau dans un contexte où la crise sanitaire est presque derrière nous. Voilà, ou en tout cas on la gère différemment, mais enfin on sort de plus d'1 an en fait, voilà, de travail qui n'était pas en 90-10, qui était full à distance. Donc on a eu le temps aussi d'expérimenter dans un contexte justement qui n'était pas celui idéal qu'on veut atteindre là maintenant avec l'accord cible,
où on a vu qu'on pouvait travailler à distance, où on a vu qu'on pouvait ensuite gérer une équipe à distance. L'inquiétude s'était un petit peu atténuée, vous êtes dit, les collaborateurs... On l'a testé, en fait, on l'a fait en live. En fait. Ça marchait, Voilà. ça fonctionnait. Ça marchait, mais on avait bien aussi en tête que c'était des conditions qui n'étaient pas celles qu'on a maintenant, parce qu'on n'avait pas, par exemple, les 2 jours de retour sur site. Ça ne fait que depuis septembre que les collaborateurs reviennent 2 jours sur site et ont ces fameux 2 jours qu'on appelle, nous, les jours waouh, où quand les collaborateurs reviennent, il faut absolument qu'ils aient le message de Bourseau, donc où on en est de la stratégie, quels sont les lancements de nouveaux produits. On les reconnecte, ils ont le team building. Là, ils se reconnectent. Voilà, exactement, les formations quand c'est nécessaire, et ils se reconnectent. Donc là, c'est vrai que ça fait justement que 3 mois qu'on l'a mis en place, et donc on avait fait des conditions live, mais encore plus dures que... et ça marchait. Alors, je ne reviens pas sur tous les articles. On donnait la parole, les journalistes ont donné la parole à vos collaborateurs. Alors, certains sont même allés... on peut aller jusqu'en Corse. Hein, donc, c'est-à-dire que je ne sais pas si certains sont partis en Corse, mais enfin, visiblement, ils ont pris une carte de France, ils ont pris un compas, et puis ils sont à peu près tous partis. Vous avez des chiffres Non, pas du tout. C'est faux, ça oui, il y a beaucoup d'articles qui disent qu'ils sont partis partout. Ils sont restés dans... Mais non, mais ça, c'est une vision. Enfin, je veux dire, il y a des collaborateurs... Vous avez fait rêver. En fait, en faisant votre annonce, vous avez tout d'un coup créé une dynamique. Mais justement, enfin, d'ailleurs, chez Boursorama, ce qu'on pense, c'est que cet accord, il est lié déjà à notre modèle de banque. Je l'ai bien expliqué, le modèle de banque Boursorama, c'est un modèle qui est totalement à distance. Donc quand on crée une banque totalement à distance, voilà, nos process sont dématérialisés, ils sont digitalisés. C'est par ailleurs une vraie banque avec toute la panoplie de produits. Chez Bourseau, les 45 milliards que vous évoquiez, qui ont un peu grossi depuis, c'est 1/3 sur du compte à vue et de l'épargne, c'est un autre tiers sur de l'assurance vie et du courtage, et un petit peu moins d'un tiers sur la partie crédit. Voilà. Donc le client, il a ce modèle-là, et c'est grâce à ce modèle qu'on peut aussi mettre en place un accord de télétravail comme on a fait. J'ai pas de physique, d'accord. Et puis c'est aussi lié à notre taille. C'est 800 collaborateurs environ Boursorama pour 3 millions de clients, 3 millions 100 là maintenant. C'est plus petit que la BPCE ou que les grosses banques en gros, nous, de détail. Et puis encore une fois, le troisième point qu'on dit, c'est qu'on est quand même aussi quelque part humble, au sens où c'est ce qui nous semblait être l'accord avec nos partenaires sociaux qui maximise la valeur, et bien entendu, on va le suivre dans le temps. On a des enquêtes pour voir si nos collaborateurs trouvent que les 2 jours sur site leur donnent l'adhésion justement qu'on veut leur donner. Vous avez déjà des retours sur ces enquêtes? Qu'est-ce qui ressort là, de ces fameux 2 jours de waouh? Alors pour l'instant, ils le notent très bien. Il y a toujours un sujet chez les collaborateurs. On les fait à la fois noter les présentations, la qualité en fait donc des interventions, la qualité du team building. Ça, c'est assez positif. Bon, et il y avait juste un sujet de cantine. Donc je vais vous dire pour l'instant à 3. C'est un vrai sujet. Voilà. Mais on y fait l'environnement, on y fait très attention parce que pour nous, c'est encore une fois maintenant, quand ils reviennent sur site, il faut que ça ait de la valeur. Il faut que ça soit une expérience, quoi, et pas la vulgaire cantine où on tire son plateau. Voilà, donc, pour l'instant, les résultats sont positifs. Hormis sur la partie restauration, parce que Et encore, parce que je vais avoir le prestataire. Franchement, on est en pleine crise sanitaire, donc il y a quand même des contraintes à prendre en compte qui font qu'on n'est pas dans la situation nominale. Non, mais on a eu un invité, un des dirigeants d'Avas, qui a refait à Puteaux au siège l'espace de restauration, qui n'appelle plus la restauration, qui s'appelle le ROUF. Et dans les études d'opinion, il y a eu un retour extrêmement positif, parce qu'il crée en fait des lieux dans cette de convivialité. J'imagine que vous vous tournez vers cette... Alors, il se trouve que même avant qu'on ait justement la crise sanitaire, on avait refait notre cantine qu'on appelle chez nous le 44. Et ça, il faut finalement, en gros, qui avait été très apprécié. Et avec aussi cet accord, on a repensé notre siège social qu'on appelle You. Et en effet, on a créé des espaces de convivialité, des espaces pour que les équipes puissent avoir justement des salles à la fois pour se regrouper à 10, à 20, à 50. Et puis, il faut aussi une espèce de cafétéria. Donc, on a en fait tout repensé dans ce sens que vous évoquiez, à la fois pour les 90, mais aussi pour nos autres collaborateurs qui sont là, qui sont sur place. Donc, il reste quand même des collaborateurs. Vous en faites partie. Enfin, je sais pas, vous êtes dans le 90-10 ou vous êtes, vous, en temps plein? Vous êtes en 100% temps plein chez Bourseau? On est sur place. Vous êtes sur place, vous? Tout le temps, oui. Donc, pas de télétravail pour vous? Non. En tout cas, les cadres dirigeants, pas pour les dirigeants de l'entreprise, vous êtes sur site. Ça se passe comment une journée quand on a mis 97% des salariés en télétravail? Vous ouvrez la visio tout le temps. Comment ça se passe concrètement pour vous, la directrice générale adjointe? Alors vous avez évidemment la RH à côté, bien entendu, mais comment on fait là?
On parle beaucoup en écran. Qu'est-ce que ça a transformé dans votre travail, vous? Il y a mon quotidien, mais ça, à la limite, je vais vous dire, on va y passer assez rapidement. Moi, c'est beaucoup d'hybride, donc il y a une salle et puis en effet, il y a des collaborateurs sur place et à distance. Moi, je pense aussi beaucoup en fait au reste de l'entreprise. Donc leur journée, comment elle se passe. Ce qu'il faut quand même imaginer, c'est que les retours sur site dont on parle, c'est pas en gros 400 personnes qui arrivent d'un coup. C'est ça que il faut en fait organiser des vagues. Donc ça fait que plus de 15 jours par mois, il y a des retours sur site parce qu'en fait, on a des équipes et qui chevauchent les unes sur les autres. Exactement. Donc c'est un travail de planning qui est assez complexe. C'est un travail de planification qui est très, comment dirais-je, justement très fin. Ouais. Là, d'ailleurs, je remercie les équipes qui sont à la com, au secrétariat général et qui organisent des équipes aussi qu'on a créées, parce qu'on a fait en sorte d'accompagner cet accord avec des postes. La des équipes télétravail, quoi. Et voilà, qui organisent aussi à la fois la logistique, mais aussi le contenu de ces retours sur site, parce que ça nous oblige à concentrer ce qu'on faisait auparavant, souvent par mail, en termes d'information ou dans des réunions d'équipe, et là on le concentre. Donc c'est vrai que c'est tout un travail. Même pour vous, c'est une gymnastique aussi de concentration de vos réunions pour être le plus précis possible, parce que vous devez en enchaîner pas mal, j'imagine. Ouais. Ça a toujours été, mais en effet, par rapport au comment dirais-je, on a toujours eu des rendez-vous avec nos équipes, notamment à l'occasion des résultats chaque trimestre ou une fois par an pour en plénière redonner justement le bilan de l'année et les perspectives de l'année suivante. Mais c'est vrai que là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi du feedback directement par les équipes. Bien Donc sûr. nous, on fait trimestriellement, justement lors des retours sur site des 90-10, avec le directeur général. On va directement voir les équipes pour avoir aussi un peu de feedback. Donc, avant de nous quitter, Aurore, les managers, parce que c'est un sujet quand même, les cadres intermédiaires qui se sont retrouvés, on l'a entendu, on a lu des articles, vous les avez lus comme moi, un peu bousculés par cette nouvelle organisation, parce qu'ils n'avaient pas leur équipe au complet, parce qu'ils devaient à la fois être dans l'hybride et qu'ils devaient continuer malgré tout à contrôler, surveiller. Est-ce que vous avez repensé aussi ce modèle du manager très vertical pour travailler plus dans l'horizontalité? Ou est-ce que c'était déjà dans la culture de Boursorama? En fait, alors, je ne sais pas entre horizontalité et verticalité. Non, mais je veux dire, le manager qui contrôle. Non, mais il n'est jamais que dans le contrôle, en fait. En gros, ça fait partie de son rôle, mais c'est aussi beaucoup de rôle de compagnonnage, etc. Donc, si le manager, et c'est vrai que ça, on doit leur rendre hommage, parce que ça a été la population la plus sur le front à gérer leur propre, en fait, cas, et puis les équipes. Nous, on les a accompagnés dans la formation, avec des heures de formation sur comment gérer mon équipe à distance, comment évaluer mon équipe à distance. Donc, ils ont eu tout un bloc de formation. Et c'est vrai qu'ils se sont ensuite tellement retrouvés dans le grand bain que, alors, ils ont créé, on a un intranet, ils ont aussi des outils pour parler à leur équipe. On a déployé du Teams massivement pour justement faire les meetings quotidiens. Et donc, c'est vrai qu'ils ont à la fois gardé cette casquette de gestion de l'équipe, avec beaucoup de compagnonnage et beaucoup ensuite de meetings pour savoir comment allait l'équipe. Être au plus près, donc ça veut dire que là, en bilan, pour conclure, en bilan, vous êtes très satisfait de cette opération. Et j'ai envie de le relier au début de notre entretien. L'entreprise cartonne, vous progressez, les chiffres sont bons. Tout ça, quand même, est très engageant et donne encore plus de motivation. Oui. Nous, ce qu'on dit en interne, ça nous oblige. En fait. C'est-à-dire qu'en effet, à Boursorama, on est, c'est vrai... leader là sur notre marché. On a une croissance forte avec la base client qui augmente de plus de 25% par an. Donc ça veut dire aussi que quelque part le modèle de Boursorama, il est très pur. C'est de la banque à distance, mais l'exécution pour le garder, c'est justement notre obsession. Et donc c'est vrai que c'est notre point d'attention et on considère justement que cette organisation, ça va aussi dans le sens de notre objectif, avec l'humilité quand même de bien contrôler que dans le temps, justement, ça continue à bien fonctionner. Oui, parce que vous êtes challengé, c'est pas le sujet du jour, mais il y a d'autres entreprises qui viennent d'ailleurs, qui proposent des services en ligne, de l'achat d'actions en bourse pour les jeunes. Oui. Les jeunes, vous avez été élus, plébiscité par les étudiants, c'est quand même une cible intéressante, les jeunes. C'est-à-dire les éduquer dès leur plus jeune âge à l'idée de, au lieu de mettre sur un compte, acheter des actions. Non, mais est-ce que vous portez ce discours-là aussi? Nous, on a un discours pédagogique. Et en effet, il se trouve que nos clients, en fait, rajeunissent quelque part. Donc, notre base client, elle a perdu... 36 ans, la moyenne d'âge, c'est ça. C'était 41 ans, en fait, en 2016. Donc, c'est un profil jeune. En gros, c'est plus de 55% des nouveaux clients
qui ont en fait moins de 30 ans. Et c'est vrai que ces et qui clients-là... tournent le dos aux banques de détail classiques. Excusez-moi, même si vous êtes filiale de la Ouais. Générale, il dit je préfère une banque en ligne qu'une banque de détail. Il peut préférer en effet la banque en ligne parce qu'en effet, c'est lui donner les moyens, d'avoir un modèle assez agile, le assez téléphone, facile, l'appli. exactement, l'appli. Oui. Et c'est vrai qu'on les accompagne. Donc on les accompagne à la fois en bourse, mais on les accompagne aussi, par exemple, sur la retraite. On a sorti un produit, vous savez, les plans d'épargne retraite, un produit sur le marché qui est extrêmement compétitif parce qu'on a des frais tout compris, frais de l'enveloppe, frais aussi sur les UC, c'est moins de 1%. Et ça, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes fassent en gros des versements assez jeunes, programmés, comme ça lisse aussi un peu l'investissement. Et tout ça récupéré. Et tout ça, exactement. Donc c'est vrai qu'on se donne aussi des évolutions dans nos produits qui sont en lien avec ce qu'on a à proposer à nos clients jeunes. Et puis je m'autorise aussi en lien avec les configurations politiques du moment, parce qu'il y a quand même le débat des retraites, il y a les Bien pensions sûr. qui baissent, Bien sûr. il y a quand même l'idée qu'il faut peut-être doucement, sans jamais le dire officiellement, capitaliser soi-même, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, et que c'est un produit en effet qui est adapté parce que c'est quasiment en fait de la retraite indolore. Donc on a en fait, on se fait la petite tirelire en cas, l'épargne de précaution, ça c'est les livrets. Et puis ensuite on a aussi une poche d'assurance vie parce que ça reste quand même aussi une façon de pouvoir sortir les fonds. Et puis on met de l'épargne un peu plus long terme, de la retraite, petit montant qui sera étalé dans le temps. Et puis on commence tôt et puis on en sortira à la fin. Boursorama, c'est une entreprise qui touche de plus en plus des jeunes, parce que 36 ans de moyenne d'âge, c'est quand même un public jeune, connecté évidemment, et qui cartonne parce que les résultats sont très très bons. Juste en mot de conclusion, c'est quoi le prochain objectif? C'est quoi le prochain challenge? Vous, la directrice générale adjointe, le président, le directeur général? On l'a annoncé, l'objectif c'est qu'après 3, il y a plus de 4, donc on voudrait atteindre plus de 4 millions de clients dès 2023, et puis après... avoir aussi des objectifs de rentabilité qu'on a donnés, 2024, 100 millions d'euros de résultats nets et 200 millions en 2025. Voilà, des chiffres, rien que des chiffres, et puis des humains aussi, parce qu'il y a 800 collaborateurs. Vous recrutez, je précise que l'entreprise continue à recruter. Environ 200 en fait, personnes par an. Voilà, 200. Alors, allez donc sur l'onglet Boursorama. Je ne sais pas si votre poste, mais je crois que tous les postes maintenant sont ouverts au télétravail. Donc, en tout cas, le régime auquel en fait, les candidats postulent est indiqué. Donc, ça sera indiqué, télétravail ou pas. Merci Aurore Gaspard d'être venue nous rendre visite. C'était un vrai plaisir d'accueillir la directrice générale adjointe de Boursorama. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser aux commerciaux. Tiens, les commerciaux, oui, on en a besoin de commerciaux dans une entreprise. Et vous allez voir, recruter des commerciaux, c'est parfois un peu un casse-tête parce qu'on cherche le mouton à 5 pattes. Et vous allez voir, l'entreprise qu'on va accueillir fait des propositions justement de recrutement pour recruter les meilleurs commerciaux. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Recruter des commerciaux, des talents, c'est souvent un casse-tête, c'est complexe et on en parle justement aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi avec Didier Perrodin. Bonjour Didier. Bonjour. PDG de Up2, entreprise qui a été créée en 2005. Yes. Et vous êtes, alors en particulier, vous ne faites pas que cela en recrutement, mais spécialisé dans le recrutement des commerciaux. D'abord, un petit mot, je dirais, de macroéconomie. Dans le secteur des commerciaux, c'est pénurique aussi, on est bien d'accord. Oui, absolument. Mais en fait, ça l'a toujours été un peu parce que, en fait, ce qui est pénurique, c'est le recrutement, le marché des bons commerciaux, en fait. En tout cas, nous, c'est ce sur quoi on intervient parce que c'est une exigence forte de toute entreprise. Excusez-moi, c'est quoi un bon commercial? Un bon commercial, c'est un commercial qui est impactant, c'est un commercial qui a beaucoup d'énergie, c'est un commercial qui écoute bien, c'est un commercial qui a envie de gagner, en fait. C'est surtout ça, l'essentiel. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même un petit problème avec la vente et les commerciaux parce que le métier est très dévalorisé. Clairement. Surtout quand on compare aux États-Unis et aux Américains où le vendeur... Caricaturé même, si je peux me permettre. Oui, probablement, avec des mauvais trucs comme du Jean-Claude Convenant et autres. Exactement. Et alors qu'aux États-Unis, un vendeur, c'est un grand vendeur, c'est quelqu'un qui contribue énormément à la croissance de l'entreprise. Les films ont souvent valorisé les vendeurs, les commerciaux. Voilà, ils sont très bien payés, beaucoup mieux qu'en France, etc. Donc au final, le corollaire de tout ça, c'est qu'en plus de ça, les écoles de commerce ont définitivement jeté l'éponge pour former des commerciaux, parce qu'elles s'appellent même école de management maintenant. Donc c'est vraiment un truc sur lequel on se retrouve avec des quantités de jeunes qui rentrent dans les entreprises et qui ne sont pas formés à la vente. Donc le corollaire, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une pénurie de bons commerciaux. Pénurie, on va en parler, il y a le recrutement concret des talents, des bons commerciaux, mais vous avez aussi anticipé l'idée de les former. Les écoles ne les forment plus, donc vous récupérez ces jeunes
Alors, ils ont quoi? Une bac, BTS, ils ont fait des études, ils cherchent leur voie un peu, parce que parfois, il y a des jeunes qui disent « je suis devenu commercial un peu par hasard, parce que je ne savais pas où aller, puis ça m'a plu ». Oui, c'est pour ça que nous, on a monté un catalogue et une offre de formation sur toutes les phases du cycle de vente qui nous permet effectivement de former à peu près 10 000 commerciaux par an parce qu'ils en ont énormément besoin pour leur apprendre les bonnes pratiques, les bons outils. Donc, on intervient aussi bien sur les sujets de prospection que de découverte, que de closing, que d'ingénierie d'affaires, que de défense du prix, défense de savoir-être aussi, excusez-moi. Bien sûr, ouais, ça joue beaucoup. Bien sûr, de prise de parole, du travail sur le mental. Enfin voilà, on a vraiment, on a toute la solution pour finalement permettre à des entreprises de monter en gamme leurs commerciaux et d'aller chercher des points de croissance. De manière très significative, parce qu'il y a des très très gros gisements de productivité sur l'exécution commerciale dans toutes les PME. Pérodin, qui paie ces formations? Parce que c'est l'entreprise, c'est votre client qui dit écoutez, à vous de vous charger de les former, mais on vous aide. Comment on fait pour mettre... Ils sont pris sur le CPF, et comment ça marche? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'État est sympa et a remis 600 millions d'euros sur la table au mois de septembre. Donc ça, c'est ce qui permet effectivement de financer presque intégralement des formations. Et du coup, ça secoue un peu les dirigeants qui ont besoin de l'aide sur ce sujet pour leur dire, écoutez, ne laissez pas vos commerciaux rater des deals ou mal travailler leur territoire ou perdre devant vos concurrents ou même faire trop de remises si on va jusque loin. Donc tout ça, c'est vraiment c'est des gisements de productivité qui sont très importants et on aide toutes les entreprises en ont besoin. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on reçoit beaucoup de managers, de gens qui pensent le management, et finalement, vous êtes depuis presque 1 an et demi que notre émission existe et que la chaîne existe. Je m'aperçois qu'on a finalement parlé très peu des commerciaux. Et pourtant, ce que vous décrivez est essentiel à la vie d'une entreprise, vital. Très bien. C'est incroyable. Moi, je veux bien venir tous les jours en parler. Vous voulez venir tous les jours en parler? Avec plaisir. Alors, tous les jours, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. On va faire gagner des points de croissance à la France. Mais justement, concrètement, la formation, elle dure combien de temps pour ces gens qui rentrent ou qui sortent de leurs études ou de leur bac? Je ne sais pas, vous les prenez à quel âge, ces commerciaux? N'importe quel âge? Pour le recrutement, en fait, il faut savoir qu'en fait, en France, on veut un peu toujours les mêmes profils, donc le 0-10 ans d'expérience sur lequel il y a une très grosse pénurie, ce qui renforce aussi la question de la pénurie et de la difficulté de recruter, parce que tout le monde veut les mêmes. Donc nous, on aide aussi nos clients à donner le change, à faire en sorte de pas uniquement se fier au CV, parce que le CV ne suffit pas. Et donc nous, la force qu'on a eue et ce qui nous a permis, ce qui nous a permis vraiment de développer notre savoir-faire et d'avoir 6000 clients aujourd'hui et de recruter 2500 commerciaux par an, c'est vraiment qu'on a rajouté une clé de sélection au CV, parce que le CV ne suffit plus comme critère de sélection et qu'il faut donner la large place aux soft skills et au tempérament. Donc c'est toute notre méthodologie qui s'appuie sur de la tech, qui s'appuie sur une expérience candidat qui est assez unique. Et là, vous dites au client, lui, il n'y a peut-être pas le CV qui va bien, mais je peux vous dire qui va être le bon commercial. Exactement. Et on le repère au moment où il candidate, parce qu'on a un système de test de vente en ligne qui nous permet tout de suite de repérer ceux qui sortent du lot commercialement parlant. Et ensuite, nous, quand on rencontre le candidat, on met en place une batterie d'outils qui permettent de bien comprendre en fait le potentiel du candidat au-delà de son expérience. Voilà. Et parfois, il n'en a pas, on est d'accord. Donc parfois, il n'en a pas. Et dans ce cas-là, et parfois il en a. Et donc on propose aussi aux dirigeants d'entreprise de former ses équipes et soit en digital, soit en présentiel, selon les cas de figure, dans des durées qui sont à géométrie variable en fonction de là où on veut aller. Alors le paradoxe, je l'évoquais, c'est qu'on en parle peu finalement dans les médias mainstream de cette question des commerciaux. Pourtant, ils sont nécessaires, ils sont pénuriques. J'ai même lu qu'il y avait quand même des batailles sur le marché du commercial, c'est-à-dire que les entreprises se battent des commerciaux. Les commerciaux, pour certains, pour les talents, je veux dire, ils sont arrachés par les entreprises. Bien sûr, et il faut savoir qu'il y a 80% des candidats aujourd'hui, quand vous leur faites une offre, 80% d'entre eux ont des offres ailleurs. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut faire un vrai travail, non pas de RH ou simplement de recrutement, quand on veut recruter des bons commerciaux, mais un vrai travail de vendeur. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien comprendre ce qui les intéresse, leurs projets, et quels sont les concurrents, en fait, comme en vente, pour pouvoir effectivement gagner la guerre, en fait, parce que c'est de ça dont on parle, et mettre en avant ces avantages concurrentiels pour qu'ils viennent travailler plutôt chez vous. Et nous, tout ce processus-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on pense qu'à ça en fait toute la journée et on l'a vraiment intégré, modélisé dans tout notre dispositif d'évaluation, de sourcing
de candidats et de manière à présenter, à sécuriser en fait les recrutements. Parce que présenter bon candidat, c'est une chose, mais il faut effectivement les closer, comme on dit. Quand vous dites closer, ça veut dire, pour le dire simplement, il faut que le client soit sûr qu'il va bien l'avoir et qu'il ne partira pas le matin même chez le concurrent parce qu'il a mis 20%, 30% en plus. Exactement. Et que les primes ont été doublées. C'est bien ça, closer. Exactement. Il y a beaucoup d'erreurs aussi là-dessus, donc on aide aussi nos... Comment on close? On verrouille les contrats? On lui met un pistolet sur la tempe? Non, déjà, on essaie de comprendre, d'être sûr que... d'abord de comprendre le projet du candidat et ensuite d'être sûr qu'on va pouvoir le nourrir avec l'ADN de la boîte, avec le cycle de vente, avec le contexte de l'entreprise. Donc ça, c'est un truc qui est souvent skippé dans les processus de recrutement, parce que vous avez les candidats qui disent moi je suis le meilleur, vous avez l'entreprise qui dit viens chez moi parce que je suis la plus belle, mais au final on oublie de vérifier que le match se fait effectivement. Donc ça c'est un travail RH aussi qu'on intègre dans nos évaluations, tout ça pour essayer de limiter effectivement le taux d'échec qui est très important, qui est quasiment de 40% sur la première année. Juste intéressant parce que vous évoquez, on finira par Up to Youth, qui est votre programme pour les jeunes étudiants, il faut qu'on en parle, mais vous le dites sans le dire, mais sociologiquement, vous dites finalement chacun a tendance un peu chez les commerciaux à se pousser un peu du col, à expliquer qu'il est le meilleur, ça fanfaronne, d'où d'ailleurs les caricatures autour de ce métier. C'est vrai, c'est une caricature, ça? C'est chacun disant moi je suis le meilleur commercial, j'ai mes chiffres de vente. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Cette attitude-là en fait? Oui, si vous demandez à un commercial, est-ce que vous êtes un bon commercial, vous avez 100% des garçons et des filles, ils disent oui, bien sûr. Bien sûr, et vous ensuite, c'est pour ça que c'est compliqué à bien évaluer, parce qu'il faut quand même un peu gratter la couche et aller en profondeur sur la réalité du potentiel de chacun. Il y en a toujours du potentiel chez tout le monde, mais c'est au moins ce potentiel de bien l'exploiter et de positionner le candidat au bon endroit en fonction de ses bonnes skills. En tout cas, vous nous conseillez aujourd'hui, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont dynamiques, qui ont envie évidemment de convaincre, parce qu'il faut quand même donner un peu de soi-même, il faut se battre. C'est un secteur qui recrute. Ah oui, bien sûr. Un commercial, en moyenne, ça met 21 jours pour trouver un job. Donc, bien sûr, on en a... Avec expérience, je précise. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important de le dire. Bien sûr, c'est parfois le mouton à 5 pattes. Quelques mots sur Up to Youth. Mais c'est pas pour ça qu'il avance plus vite, le mouton. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est ce que vous dites à vos clients. Il faut 4 pattes qui marchent bien, que 5 qui boitent. Up to Youth, c'est quoi ce programme pour les étudiants? C'est quoi? C'est de l'entretien gratuit? C'est un truc pour être sympa d'abord et pour aider les jeunes parce qu'ils ont besoin d'aide, surtout après Covid. On s'est dit sortie d'études ou encore en études? En études et sortie d'études pour les aider et peut-être aussi déclencher des vocations parce que c'est quand même un sujet. Il n'y a que 3% des jeunes qui ont très envie de faire de la vente en France. C'est quand même un problème. On les a dégoûtés de la vente. En tout cas, on leur a pas donné envie. Donc, c'est pas un bon chiffre. Donc, nous, on essaye un peu de lutter contre ça. Et effectivement, on leur offre un programme en digital, qui est du full digital, avec un certain nombre de programmes. Ils peuvent échéancer leurs cours comme ils veulent. Et il y a 14 ateliers qui permettent de leur apprendre à se vendre, en fait, tout simplement. D'abord, on les évalue dès le début. Mais c'est pas de la vente de produits, c'est à se vendre eux. Déjà, on commence par ça, ce qui leur permet aussi de se vendre mieux en entretien, de défendre aussi leurs projets quand ils sont en école, ils ont tous un peu des petits projets, donc c'est bien de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis surtout de les faire réfléchir sur c'est quoi les bonnes postures pour être un grand vendeur et pour impacter et influencer un processus d'achat. D'ailleurs, en préparant l'émission, et c'est vous qui m'éclairiez sur le sujet, en fait, des commerciaux, il y en a partout. Dans les médias, dans la science, la médecine, enfin des commerciaux finalement, quand on regarde l'environnement, il y en a partout. Oui, et certains disent qu'on en cherche 100 000 en permanence quand même en France. 100 000 commerciaux 100 000, qui sont aujourd'hui pénuriques. On les a pas, honnêtement, on les a pas. Les DCF, effectivement, ils disent qu'il y en a 100 000 qui sont potentiellement recherchés. Mais vous qui avez une vue globale de ce marché, je ne l'ai pas précisé, mais il y a quand même 150 collaborateurs, c'est partout en France, on est d'accord? On est 200 partout en France, sur toutes les grandes villes. Maillé, donc c'est pas que Paris. Voilà. Vous avez une vue globale du marché, on les a pas, ces 100 000? Non, on les a pas. Ils n'existent pas, on est d'accord. On les a pas, et nous, nos études révèlent qu'on a 53% des entreprises qui ont un projet de recrutement d'un commercial cette année. Donc c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Donc il faut trouver des moyens, des outils, des dispositifs pour gagner cette guerre. Et nous, c'est notre travail que de donner le change et présenter des bons candidats à nos clients avant que leurs concurrents les prennent, tout simplement. Candidats formés entre les mains des équipes d'Up2. Alors formés ou pas, parce qu'il y en a qui sont déjà très bons. Non, mais par ailleurs, il y a aussi quand même la possibilité de les former. Exactement.
Didier Pérodin, c'était un plaisir de vous accueillir, PDG de Up2. C'est partout en France, alors évidemment basé aussi à Paris, ça va sans dire, mais 100 000 commerciaux, et on ne les a pas, évidemment, donc votre action est pour le moins utile, et puis pour revaloriser ce métier, qui n'a pas une excellente image. Merci d'être venu nous rendre... Merci, et à demain alors. Et à demain, parce que vous viendrez donc tous les jours nous parler des commerciaux, évidemment. Merci à vous, merci de votre fidélité, de vos réactions sur Internet, bien sûr. Merci à toute l'équipe, merci à Lauriane pour la réalisation, merci à Guillaume, que je salue, qu'on ne reverra plus, mais que vous ne verrez pas non plus, il va nous quitter. Je le salue, ce cher Guillaume, réalisateur son, et puis je remercie Fanny Gressner et Margot Ruot, qui resteront, elles, avec moi, évidemment. Je serais bien triste si je les perdais. Je serai là demain, je serai là dans quelques jours. Bye bye.